Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Zlatan. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Alors, merci à toi de m'inviter. Ça fait un petit temps là qu'on essaie de caser ce podcast, mais ouais, merci en tout cas. Ouais, grave. Je pense que ça doit faire à peu près 1 an. Puis on s'était rencontrés sur Exos. Et Ouais. depuis cette formation-là, je me dis putain. Ouais, je crois qu'on s'est rencontrés en 2018, premier Exos à Paris là. Ouais. Ouais. On avait pas mal échangé. Je me rappelle que t'étais pas loin de Bourg-en-Bresse. On s'est dit il faudrait qu'on se voit et tout, mais finalement on n'a pas eu l'occasion. Ouais. Et oui, ça fait une bonne petite année que on se court après pour caler nos agendas. Ouais. Ah ben, on y arrive enfin. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît? Alors, il y a beaucoup de gens là qui ont donné la performance, donc je vais être le plus basique possible, parce que dans tes podcasts, à chaque fois tu commences avec cette question-là, donc je vais être le plus basique possible. Pour moi, la performance, c'est le dépassement des résultats habituels qu'un athlète ou un artiste a réussi à produire à un moment T. Donc, Ouais. voilà. Stylé. Ah, c'est trop bien. Puis tu vois, le mot artiste, c'est pour ça que j'aime bien cette définition, c'est que on voit vraiment, entre guillemets, comment pensent les gens et à quoi pensent les gens quand on parle de performance. Et tu vois, le fait de parler d'artiste quand on parle de performance, eh ben, ça ouvre encore le champ. Ouais, non, c'est top. Bonne définition. Oui. Je pense que c'est juste, la performance, c'est pas juste pour les athlètes, pour les sportifs, je pense, c'est aussi pour les artistes, puisque quand un artiste donne un show, ben on dit il a fait une super performance ou il a fait une moyenne performance. Donc c'est c'est se dépasser à un moment T et avoir des résultats meilleurs que d'habitude, quoi. Ouais, c'est clair, top. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et ce que tu as fait comme études, s'il te plaît? Alors donc moi je suis belge, enfin non, je suis né à Sarajevo, donc je suis bosniaque, mais je suis arrivé en 95 en Belgique, et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Donc j'avais commencé, enfin j'étais à fond dans le basketball, et donc j'ai fait mes études un peu plus tard. Donc je voulais absolument être basketteur professionnel, mais quand ça s'est pas fait, donc je suis dirigé vers les études. Donc d'abord j'ai fait un bachelier en éducation physique, donc c'est STAPS ici en France. Et puis après, j'ai fait un master's en kiné. Et voilà. Et là, je fais des études de ostéopathie. Donc, je suis en dernière année d'ostéopathie. Et puis après mes études de kiné, j'ai fait pas mal de formations, dont Exos où on s'est rencontrés. Ouais, carrément. Et justement, alors, est-ce que c'est ton passé de basketteur et le fait d'avoir ce rêve d'être basketteur pro qui t'a fait te diriger vers en gros les sciences du sport et la kiné, ou est-ce que tu avais ça depuis longtemps? Alors non, rien à voir. Alors donc j'ai toujours voulu travailler en fait dans le domaine du basket, donc le haut niveau. Donc au départ, quand je me suis rendu compte que je serais pas un joueur professionnel, ben je me suis dit, ben écoute, je voudrais être préparateur physique. Ouais. Et en finissant mon bachelier d'éducation physique, ben, j'estimais que j'avais pas assez de savoir pour évoluer au niveau auquel je voulais évoluer, c'est-à-dire l'Euroleague ou la NBA. Enfin, c'est le haut niveau pour moi. Et donc en fait, c'était soit de faire un master en éducation physique, soit c'était après faire un master en kiné. Et en fait, un professeur m'a conseillé de faire la kiné. Et une fois que j'ai fait des études de kiné, je dis ah mais en fait non, en fait je veux faire ça. Je veux pas faire préparateur physique, je veux faire le kiné. Ouais. Mais toujours
Le rêve, tout ça a toujours été travailler Basket. à haut niveau, tu vois, dans une organisation d'Euroleague, quoi. Voilà, ouais. Ouais. Ça a Ah, c'est toujours été énorme. ça. Et t'as commencé avec le Spirou Basket Charleroi, c'est ça, en tant que kiné? Ouais, en fait, j'avais fait mon dernier stage. Je voulais absolument le faire avec Peter Simples, donc il y a un kiné assez reconnu en Belgique. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il était préparateur physique et kiné de l'équipe nationale belge. Et donc je voulais absolument le faire avec lui, puisque lui à ce moment-là il travaillait au SPO de Charleroi. Et donc j'ai réussi à faire mon stage avec lui. Et puis le courant il est vraiment bien passé. Donc lui il a beaucoup apprécié ma double casquette entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un bagage de STAPS et de kiné. Hmm. Et donc l'année d'après, lui, il est parti à Bilbao et donc il cherchait un remplaçant. Et donc Spirou Charleroi, donc il m'a conseillé. Donc Spirou Charleroi m'a engagé. Hmm. Et puis là, je suis resté un an. Et puis après, j'ai vu une annonce sur Facebook comme quoi la JL Bourg cherchait un kiné à mi-temps. Oui. Et honnêtement, c'était plus par curiosité que j'ai envoyé un email au kiné qui cherchait justement. Oui. Et j'ai inclus mon CV. Et en fait, mon CV lui l'a plu. Et puis finalement, je me suis retrouvé à Bourg l'année suivante, quoi. Ah, c'est énorme. Et combien d'années tu fais à Bourg? Je suis resté pendant 4 ans. 4 ans à Bourg. Donc la première année, c'était un mi-temps. Donc je travaillais le matin au cabinet et l'après-midi avec le club. Et puis l'année suivante, le cabinet, c'était un cabinet sportif, soi-disant. Mais comme il y avait je crois qu'on était 6 ou 7 kinés. Et en fait, moi, Oui. je recevais que des papis, mamies. J'ai rien contre ça, tu vois, Ouais, mais ouais. c'était pas mon Hmm. délire, quoi. Hmm, hmm. Et donc après un an, j'ai dit à Bourg, écoutez, soit vous me prenez full time, soit moi je rentre chez moi, quoi, tu vois, parce que quand j'ai arrivé au cabinet, j'ai déprimé, quoi, tu vois. Non. Ouais, ouais. Et avec cette négo, ils ont dit OK pour te prendre justement à temps plein? Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc quand je leur ai dit, soit vous me prenez, soit je rentre chez moi, donc ils m'ont pris full time, et donc pendant 3 ans, je suis resté full time avec le club. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et comment t'es arrivé à Monaco justement? Est-ce que c'est la même histoire? T'as vu une annonce sur Facebook? Comment t'as fait? Non, en fait, donc le Monaco, ils rentraient, enfin, ils sont qualifiés pour l'Euroleague Oui. en 2021, je crois, si je me souviens bien. Et donc ils ont voulu agrandir leur staff médical. Et puis le kiné référent qui est ici, donc il a pris un kiné de Strasbourg. Hmm. Et finalement, le gars, après un an, il a dit que le rythme, c'était trop intense pour lui et qu'il voulait se concentrer pour la famille. Ouais. Et comme il avait entendu parler de moi, puisqu'il a demandé à ses joueurs auxquels il avait confiance, il connaissait des kinés qui bossent bien et tout. Hmm. Et justement, j'ai travaillé avec un joueur que lui, il connaît bien. Donc lui, il a parlé de moi et donc c'est comme ça qu'ils ont fait appel à moi. Et Ouais. puis à Bourg, ça faisait 4 ans que j'y étais, donc j'avais fait un peu le tour. Hmm. J'estimais que j'étais dans un confort et qu'il fallait que je sorte un peu de ma zone de confort. Et puis bon, je vais pas cacher, Euroleague, ça se refuse pas, quoi. Ouais. Ouais. C'est le niveau auquel je voulais absolument y être, donc là. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et quel est ton rôle alors, du coup, à l'AS Monaco Basketball maintenant? Mais ici, on est 3 kinés. Euh, donc moi justement, il m'a contacté parce que j'avais cette double casquette entre préparateur physique et kiné et que j'étais assez orienté vers la réhabilitation et donc mon rôle ici c'est kiné et quand il y a des blessés, ben c'est moi et mon collègue, parce que là maintenant on est 3 kinés en fait. Hmm. Donc c'est moi et mon collègue, on se charge de la réhabilitation des blessés. Donc c'est du J1 jusqu'au retour sur le terrain. Ok. Ok, super. Et l'autre physio, l'autre kiné, qu'est-ce qu'il fait par rapport à vous? Ben lui, il est plus soin sur la table en fait, traitement sur la table.
Donc Ok, voilà. Et lui, il est responsable médical aussi. Donc c'est lui un peu qui organise tout le médical. Donc voilà. top, top. Ça a l'air bien, on va dire bien ficelé et chacun connaît son rôle. Et vous voyez quelle pathologie toi tu vois depuis que tu es dans le basket et qu'est-ce que tu essaies de mettre en place en prévention? Après, les pathologies, c'est les pathologies basiques du basketteur. Donc c'est entorse de cheville, douleur au niveau du genou. Hmm. Euh, Après, ici à Monaco, on a surtout de la petite bobologie. On n'a pas eu vraiment de grosses blessures, douleur de dos. Quand j'étais à Bourg, j'avais un croisé et j'avais fait Oui. toute la réhabilitation du croisé. Sinon, parfois ça arrive des lésions musculaires. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le plus important, c'est quand même les entorses de cheville Hmm. et, euh, et les douleurs au niveau du genou. Hmm. Hmm. Après, pour la prévention, ben, quand on voit les athlètes au début de saison, enfin, les joueurs en début de saison, chaque fois on essaie de faire du testing avec eux, voir un peu quels sont les antécédents, Hmm. et on essaie justement de créer des programmes de prévention pour les athlètes par rapport à leurs antécédents. Et, euh, et voilà. Donc chaque athlète, chaque joueur a son propre programme qu'il essaie de mettre en place. Et donc avant l'entraînement, qu'il fait avant entraînement, et souvent on essaie de l'accompagner qu'on soit à côté de lui pour que qu'il fasse un peu ses exos. Hmm. Hmm. Top. Et comme testing justement en pré-saison, tu as parlé des antécédents, tout ça, qu'est-ce que vous mesurez? On fait des tests un peu. On a une batterie de tests en fait avec Simon, donc mon autre collègue qui est un peu calé préparation physique et kiné, qu'on a mis un peu en place. Donc c'est mobilité de la cheville, mobilité du gros orteil, des drops, enfin, des sauts de réception. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait? Des sauts, enfin, triple jump. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Au niveau des épaules, au niveau du bas de dos. Euh, bon, ouais, je crois que on a fait le tour. Hmm. Hmm. Et tu J'avais nous pas parlais prévu aussi, cette question. ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et tu nous parlais aussi de lésions musculaires. Qu'est-ce que tu vois comme lésions musculaires? On a eu des ischio-jambiers et on a eu des mollets. Voilà. À Bourg, j'ai déjà eu un quadriceps. L'année passée, on a eu une lésion musculaire suite à une béquille, donc suite à un contact. Ouais. Et justement, donc tu as dit que vous étiez 3 kinés. Le reste du staff, il s'organise comment? Combien il y a au niveau prépa physique? Combien il y a de médecins? Combien de, tu vois, de staff, on va dire à Monaco? Et un comparatif un peu par rapport à un club de NBA, tu vois, où on s'est dit que bah, de suite NBA, il y a encore plus de moyens, etc. Est-ce que tu sais comment un club de NBA type un peu s'organise? Alors ici à Monaco, donc il y a le head coach, puis après il y a quatre assistants, dont un des quatre assistants, lui, il est un peu plus focus sur le développement individuel des joueurs. Après, nous avons un préparateur physique, trois médecins, trois kinés. Euh, on vient d'engager un coach mental Ouais, qui est stylé. présent tous les 2 semaines, une journée au stade. Oui. Euh, Après, il y a le team manager et puis il y a deux intendants en fait. Donc ça c'est pour moi ils font tous partie un peu du staff puisque Mm, mm. on voyage tout le temps ensemble, sauf les médecins en fait. Les médecins eux ils voyagent pas, ni le préparateur, enfin le coach mental lui il voyage pas avec nous. Sinon Ok. le reste ben, on voyage tout le temps ensemble quoi. Et par rapport à la NBA, je pense qu'il y a plus de physio aussi. Je pense qu'il doit y Mm, avoir mm. quatre cinq physio.
Ouais. 4-5 préparateurs physiques aussi. Ouais. Donc ouais, c'est différent. Et je sais aussi que l'organisation NBA elle est différente parce que quand je parle un peu avec les joueurs qui ont connu la Mm. NBA, ben en fait, donc comme ils ont trois ou quatre kinés, en fait, un kiné est responsable de 3 ou 4 joueurs en fait. Ok. Alors que nous ici, ce qu'on essaye, on essaye de faire, c'est que il y a pas que tous les 3 kinés ici, on essaie de voir tous les jours et que ce soit pas un seul kiné Mm. qui voit que 3 jours, quoi. Mm. Donc on Mm. essaie de partager quand même. Je pense que c'est bien et c'est pas, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire. Mm. Parce que je parlais avec un pote justement qui est en NBA, lui il me dit bah c'est plus facile parce que tu es focus juste sur 3 joueurs en Mm. fait et donc tu les connais presque par cœur. Mm. Ouais, pourquoi pas. Je Mm. ne sais pas si c'est quel est le meilleur système en fait. Mm. Je crois qu'il faut chaque système il est propre à l'équipe quoi. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien ce que tu disais, c'est-à-dire votre système, le fait de tourner aussi par rapport aux joueurs. Et j'ai l'impression que quand t'es physio, puis avec un peu ce double cursus physio-prépa, t'as pas les mêmes compétences, t'as pas les mêmes domaines où tu es très bon, tu vois. Et il y a un domaine peut-être où toi tu es très bon et où un autre domaine où tu vas être moins bon, et c'est ton autre collègue qui est très bon dans ce domaine, tu vois, qui va du coup apporter aux joueurs. Et je trouve que quand tu le voyais, alors peut-être tu le connais un peu moins ton joueur parce que t'es pas tout le temps avec les deux, trois mêmes, mais du coup, on va dire chaque physio apporte là où il est le meilleur, et j'ai l'impression que ce serait peut-être plus constructif, quoi. Ah oui, c'est ça que nous on essaye aussi en fait de faire, de partager le travail à trois. Donc notre responsable kiné, ben lui il est un peu plus sur table. Mm. Donc quand il faut un peu plus de soins sur table, ben on essaye de diriger le joueur vers lui. Quand il faut travailler un peu plus la prévention ou la réadaptation, ben alors c'est soit Simon, soit moi qu'on essaie de prendre en charge le joueur. Et quand il y a un joueur blessé, ben on essaye que tous les trois on le voit et que on essaie chaque fois d'échanger par rapport à sa blessure. Ouais, ouais, je trouve ça constructif. Et par rapport à Bourg ou à Charleroi, tu vois, là, vous êtes trois physios, un effectif, c'est peut-être 10, 12 joueurs, je pense, sous contrat pro. Et par rapport à donc tes précédents clubs, combien vous étiez de physio? Au Spiel Charleroi, on était trois, mais en fait, on était trois, on se partageait un full time à trois, donc on n'a jamais été tous les trois en même temps. Ouais. À Bourg, bah, j'étais tout seul, Hmm. et ici, on est trois full time, donc on est tous les trois tout le temps là, en fait. Ouais. Ouais, ouais, peut-être c'est un confort, peut-être pour toi qui as connu d'être tout seul ou d'être, comme tu disais, un 100% divisé en trois, ça doit être quand même plus confortable pour toi de te dire, ben voilà, on est trois et on s'entraide, quoi. Oui, c'est un confort pour nous, c'est un confort aussi pour le joueur, parce il doit pas attendre d'être vu par un kiné. Je sais que, par exemple, ma première année à Bourg, quand j'y étais, j'étais tout seul, donc parfois Hmm. les joueurs ils devaient attendre 1 heure et demie avant d'être vus, parce que j'avais Zach Peacock qui il était un grand fan des stretching. Hmm, hmm, hmm. Donc il aimait bien faire un stretching après l'entraînement du soir, il aimait bien faire un stretching de moins 45 minutes. Et Ouais, donc, tu es là en train de faire son stretching, mais le gars, il était MVP du championnat, tu vois, donc ouais, tu peux rien ouais. lui dire, Tu quoi, tu peux vois, pas donc dire non, ouais. c'était le meilleur joueur du championnat, donc tu fais son stretching passif, là, tu te dis, mais à quoi ça sert, à quoi bon, mais voilà, le gars, il est MVP, tu dis rien, tu vois, en plus, Ouais, c'est ma première année, donc ouais. ne pas commencer, tu vois, lui dire, Zach, vas-y, Ça sert à dégage rien. les autres qui, qui sont plus importants, tu vois. Mais tu fais donc les joueurs ils attendent et parfois les gars ils en ont marre ils savent qu'ils partent quoi tu vois Ouais, ouais, ouais. donc c'est clair et net que ici pour les joueurs c'est un fort c'est un Hmm, confort. Mais hmm. après je te rassure après la deuxième année à Zach j'ai parlé avec lui et il a compris que les stretching à 45 minutes sur la table ça sert à rien donc on a arrêté de faire ça la deuxième année. Et il était toujours aussi performant ou pas? Ouais, mais il commence à être vieux. Je pense pas que c'est les vieux. Je
pense pas. Non, deuxième année, il était, ouais, il commençait à être dans le down. Là, il a Ok, arrêté la carrière. Il a arrêté sa carrière d'ailleurs il y a 2 ans. Donc, ok, ok. mais non, je pense pas que c'est qui ont diminué sa performance. Ouais. Et combien de matchs par an tu fais et est-ce qu'il y a des périodes parce que j'ai l'impression que c'est quasiment en continu les saisons dans le basket et est-ce que vous avez des périodes tu vois de développement et si oui quand est-ce qu'ils sont placés cette période de développement? Alors nous, l'année passée, on a fait, je crois, 85 ou 86 matchs si on compte le championnat français, l'Euroleague, les playoffs de l'Euroleague, la Coupe de France. Donc en Oui. tout, on a fait 85, 86 matchs. Je sais plus exactement. Donc c'est assez intense. C'est Donc beaucoup. la saison, elle commence fin septembre et elle finit. L'année passée, on a fini le 20 juin. Donc tout ce qui est développement, ben en fait, la plupart du temps, les joueurs, eux, ils font leur développement pendant l'été. Ok. Euh, et nous, on essaye de faire le développement, ben, surtout en pré-saison. Même si les gars, maintenant, ils viennent la plupart assez affûtés, assez en forme pour la pré-saison. Ça dure combien de temps la pré-saison? L'année passée, on avait commencé, enfin cette année et l'année passée, on commence souvent vers mi-août, donc 5, 6 semaines, Ok. 5 semaines la plupart du temps. Pendant la saison, c'est quand même, avec notre rythme en tout cas qu'on a, c'est quand même assez compliqué de faire du développement, Oui. parce que tu joues tous les 2, 3 mois, tous 2, 3 jours, pardon. Donc c'est quand même assez compliqué de faire du développement. Oui, avec les joueurs qui jouent moins, on essaye, mais ça reste quand même assez compliqué, quoi. Et donc votre on va dire votre grande partie en tant que physio, c'est surtout donc de la réhab, de la rééduc, et après de la récup et des soins. Oui, on fait donc la réhab et la récup, et puis souvent après les autrements, c'est la petite bobologie, quoi. Il est un peu malade, donc on essaye Hmm. de faire au mieux que le lendemain il n'est plus mal, quoi. Donc oui, non, c'est des petits soins après les entraînements ou parfois même avant les entraînements. Donc c'est Ouais. vraiment de la petite bobologie en fait, voilà. Hmm. Top. L'année dernière, Zlatan, vous avez fait le doublé Coupe de France Championnat, donc en 2023. Est-ce que maintenant, avec du recul, tout ça, est-ce que tu sais comment vous avez construit ce doublé? Alors je pense qu'il y a un facteur de chance parce que l'année passée on n'a pas eu énormément de blessés. Je crois qu'on a eu Ouais. juste un joueur qui était out pendant 6 semaines. Donc ouais, je pense que le premier facteur c'est quand même la chance par rapport aux blessés et même donc le joueur en question, il avait un problème au niveau dos et quand il enchaînait des matchs, souvent il était bloqué. On réussissait à le remettre sur pied après 2, 3 jours. Donc c'est quand même un facteur chance. Je pense que Hmm. aussi que le coach il a un rôle assez important parce qu'il a réussi à gérer les égos et à gérer l'équipe comme il fallait. Hmm. Euh, un grand facteur de change, je dirais, par rapport au peu de blessés qu'on a eu et par rapport au coach qui a vraiment réussi à gérer les égos de l'année passée et même a réussi à les remotiver parce que une fois qu'on a été éliminé Hmm. enfin une fois qu'on a fini l'Euroleague, qu'on a été éliminé en Final Four, on a fini troisième, Ouais. on n'a pas eu le titre. Après directement on a enchaîné avec les playoffs. C'était quand même compliqué parce que la plupart des joueurs qui sont à Monaco, ils sont venus pour jouer l'Euroleague, donc Hmm. c'est Hmm. l'Euroleague qui les intéresse et pas spécialement le championnat français ou la Coupe de France. Donc il a quand même réussi à les motiver. Hmm. Donc il a réussi enfin, à- je pense aussi que on a
Au milieu de saison, en fait, au basket, il y a la Leaders Cup. Oui. Donc c'est les 6 meilleurs du championnat qui se rencontrent. Donc les 6 meilleurs qui finissent à la mi-saison, qui se rencontrent après dans un tournoi de 3 jours. Et en fait, on a perdu la Leaders Cup. On a directement été éliminé au premier tour. Et je pense aussi ça a un peu remotivé les gars en se disant on a raté un objectif, donc faut pas qu'on Mm. se loupe sur les autres. Et je pense aussi que ça a joué. Donc directement la Coupe de France après, je crois que c'est 1 mois ou 2 mois après la finale de la Coupe de France y était. Donc là Mm. Mm. il y a pas eu photo. On a dominé Asvel. Donc je pense que l'échec de la Leaders Cup aussi, il a fait que Mm. on est resté motivé pour la fin de saison. Ouais. Ouais, stylé, stylé. Et cette saison, tu vois, on parlait justement de rebond après un échec, et cette saison qui arrive après l'année un peu où vous éclatez et voilà, vous faites un doublé. Comment ça se passe pour vous et comment vous le gérez cette saison d'après? Ben en fait justement là on a le club il essaie chaque fois de s'améliorer et chaque fois d'évoluer. Donc il y a un coach mental qui vient d'arriver. Mm. On a aussi on a aussi changé de préparateur physique qui, même si le préparateur physique de saison passée, il a fait du très bon boulot, mais ici, cette année, c'est encore mieux. Mm. Encore la charge de travail, je trouve elle est encore mieux gérée. Euh, ce qui est un peu plus compliqué ici cette année, parce que l'année passée, on était 12 joueurs, cette année, on est 14 joueurs, donc, Mm. là, le coach, il va essayer Mm. d'utiliser tout le monde et parfois c'est compliqué en fait puisque on peut pas perdre des matchs, donc il faut que les meilleurs jouent, même si Oui. tous nos 14 joueurs sont plus que capables de jouer en championnat de France, Mm. mais en Mm. Euroleague, il y en a certains qui ont moins d'expérience, donc Mm. le coach aussi il essaie de gérer ça en mieux. Donc voilà. Et puis là, on vient de nouveau de rater le coche de la Leaders Cup, donc qui Mm. était la semaine passée. Ouais. Donc on a été éliminé en demi-finale. Donc j'espère que ça va nous remotiver et qu'on va se reconcentrer comme la saison passée Ouais. pour, pour essayer d'atteindre les autres objectifs. Mais Ouais. cette année vraiment le calendrier Euroleague il est assez chargé Mm. parce que c'est la première fois qu'il y a une fenêtre internationale, donc c'est-à-dire pendant 2 semaines il n'y a pas de match, et donc Mm. il y a eu beaucoup de matchs, en fait beaucoup de semaines où il y a eu double week, c'est-à-dire deux matchs pendant la semaine, donc c'est-à-dire on jouait le mardi et puis jeudi et puis directement on enchaînait les championnats français les week-ends, quoi. Mm. Ouais. Donc il y a Ouais. pas eu pas Wow. mal de semaines avec les double week. Mm. Et alors justement, la question, hein, sur comment tu organises une semaine type ou une journée type, je- on va la poser comme ça, et j'aimerais savoir aussi sur ces semaines-là où tu as au final 3 matchs dans la semaine, comment t'es H24 avec les joueurs, et tu fais tes soins, tu fais ta rééduque, ta réhab, tout ça à l'hôtel, ou tu vois on va dire comment t'organises une journée ou une semaine type, et comment t'organises ces semaines où t'as les 3 matchs. Alors en Euroleague, en fait la règle, donc c'est le règlement et c'est obligatoire, c'est juste avoir un entraînement par jour. Donc Ok. nous en fait la plupart du temps on arrive 1 heure avant la vidéo. Donc les gars ils savent que nous on est au stade 1 heure avant la vidéo. Hmm. Donc soit nous on fait des soins, soit on fait de la prévention avec les joueurs. On assiste à tout l'entraînement. Hmm. Et puis après l'entraînement, en fait, on reste le temps qu'il faut pour voir les joueurs qui sont dans mon dos, que nous on essaye en fait de convoquer pour des soins ou pour des traitements ou pour des exercices. Donc donc voilà. Et puis donc ça c'est une journée type. Hmm. Après quand on part en trip, la plupart du temps, Hmm. donc nous on voyage tout le temps en jet privé. Hmm. Donc on rentre directement après les matchs, on rentre. Ouais. Donc ça veut dire ce qui est bien, c'est que directement on est à la maison et que le Hmm. lendemain en fait on a nos installations pour voir les gars. Hmm.
Sinon, on part chaque fois la veille du match et le soir à l'hôtel, on essaie après le dîner, on essaie de voir les joueurs. Et même le jour du match, en fait, le matin, s'il faut voir certains, ben, on essaye de les voir. En fait, il y a des routines, en fait, comme ça qui s'installent, en fait. On sait que tel ou tel joueur, il a sa petite Hmm. routine, il veut faire petit soin après le dîner ou même le jour du match, le matin, en fait, on a un shooting. Et en fait, certains veulent de la mobilité avant ou veulent de la mobilité après le shooting. Et puis, avant le match aussi, on a nos routines, en fait, avec les gars. Donc en fait, ma journée elle-même, en fait, elle n'est pas, ce n'est pas ouf puisque j'arrive souvent vers 10 heures au stade et je repars vers 14h30, 15h. Mais en Hmm. fait, ce qui est ouf, c'est le rythme puisqu'il y a pas un seul jour de Hmm. congé. En fait, on Et joue pas vraiment day tout le off. Hmm. temps et il n'y a pas de day off. Et même quand les gars ils ont un day off, ben la plupart du temps, nous on essaie de voir certains en soin. Hmm. Donc en fait, c'est le rythme, c'est l'accumulation. Tu voyages tout le temps, tu as tout le temps, t'as pas ta journée en fait. C'est Hmm. c'est ça. Du mois d'août jusqu'à la fin de saison en fait, c'est rare. Ici, c'est la première fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est la première fois ici qu'il y a une fenêtre internationale. Et donc en fait, on a eu quatre journées de repos. Ouais, ouais, c'est ouf. Et sur les matchs à l'extérieur, tu disais vous déplacez les kinés et pas forcément les médecins. Et combien de kinés se déplacent? En Euroleague, on se déplace chaque fois à 3 kinés, parce qu'il y a Ok. la plupart du temps, c'est toute l'équipe qui voyage. Hmm. En championnat de France, comme il y a 14 jours, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 jours qui vont pas jouer. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un kiné qui reste sur place pendant que 2 kinés voyagent. Le médecin, eux, ils se déplacent pas. Et le préparateur physique, bah, lui, il se déplace tout le temps avec nous. Hmm. Hmm. Donc en Euroleague, on part 3, en France, on part à 2 en fait. Ok. Après, ça Ok. dépend si on enchaîne un déplacement en Euroleague et puis directement on enchaîne avec Hmm. un déplacement en France, mais alors Tout le monde suit. Hmm. c'est les 3 qui partent en fait. Hmm. Hmm. Voilà. Logique. Et Zlatan, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes mentors et les gens qui t'ont inspiré, tu vois, en tant que tu nous expliquais que ton rêve c'était voilà d'être basketteur professionnel et puis au final c'était de mettre un pied dans le haut niveau dans le basket. Qui c'est qui t'a drivé, qui t'a aidé dans ce rêve-là? Alors la personne qui m'a le plus influencé, donc c'est Peter Samples, donc c'est les kinés Hmm. avec qui j'ai fait mon stage à Spiro Charleroi, parce que ouais, c'est une vraie machine. Honnêtement, Hmm. c'est une vraie machine niveau organisation et niveau traitement et niveau connaissance. Ouais, c'est une vraie machine. D'ailleurs, il était moniteur pour Exos. Il donnait des formations pour Ok, Exos en Belgique. Donc c'est énorme. vraiment c'est quelqu'un, ouais, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup échanger avec lui. Non, c'est vraiment quelqu'un. Et puis, si je veux citer quelqu'un d'autre aussi, c'est Lucas Svillar, Hmm. qui a écrit un livre. Donc, c'est un préparateur physique qui est assez connu dans le monde du basket. Euh, Avec lui aussi, j'aime beaucoup échanger. Donc, je dirais ces 2 personnes. Hmm. Hmm. Top. Et en termes de livres sur le sport, sur la performance ou même autre, quel livre, on va dire, t'a inspiré et dans quel livre tu relis des passages de temps en temps? J'aime beaucoup Anatomy Trains de Thomas Meyers. Même si c'était difficile à lire au début, après c'était on voit le corps d'une façon que je n'avais pas appris à l'école. Donc Anatomy Trains de Thomas Meyers, c'était vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde, de kiné ou ostéo ou n'importe qui, de le lire. Et puis Physical Performance in Elite Basketball de Lucas Svidar, il est vraiment pas mal aussi. C'est vraiment j'aime beaucoup le livre parce que il parle un peu
du fonctionnement du, d'une équipe de basketball et comment planifier la saison. Et j'aime beaucoup le chapitre en fait par rapport au comportement et par rapport, il donne un peu les clés en fait par rapport au comportement qu'un préparateur physique doit avoir au sein d'une équipe. Oui. Il parle un peu du langage corporel qu'on doit faire attention aussi quand on est sur le terrain, quand on parle avec quelqu'un. Donc c'était intéressant comme livre vraiment. Et je conseille. Stylé, Après c'est en anglais, mais ouais. Je conseille. Et s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur ton parcours et tout ça, où c'est qu'on peut te contacter? Par Instagram, @zlatan. J'essaie de répondre à chaque fois à tout le monde. J'essaie de prendre du temps pour répondre, donc voilà, via Instagram, je pense que c'est le plus simple. Top. Zlatan, pour terminer, comment tu construis ton haut niveau? Alors comment je construis mon haut niveau? Ben en fait, j'essaye d'investir en moi-même, c'est-à-dire j'hésite pas à faire des formations, d'investir dans des formations. Donc ici là, ça fait 5 ans que je fais que je suis des cours d'ostéopathie, Ouais. que normalement je vais finir cette année, j'espère, parce qu'il y a beaucoup étudié. Vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et puis j'essaie de suivre des formations que je trouve intéressantes. J'essaie de lire le plus possible. Mais je pense que construire son niveau, ben il faut investir en soi-même. Et il faut pas hésiter malheureusement de payer des formations assez chères pour justement acquérir un certain savoir. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de construire mon haut niveau. J'essaie de m'améliorer chaque jour. Top. Zlatan, merci beaucoup. Bah écoute, Julien, merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment sympa. On a enfin réussi à On l'a fait. Merci beaucoup, Zlatan. Je te souhaite une super fin de saison et puis j'espère qu'elle sera aussi fructueuse que l'année dernière en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt, ouais. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.